Bonjour, c'est Grand Angle aujourd'hui. Apprendre à vivre ensemble, eh bien oui, c'est un dossier préparé en partenariat avec le magazine Phosphore, bien oui. Dans les médias, mais aussi au lycée, sur les lieux de travail, dans les clubs sportifs, les activités diverses, les jugements à l'emporte-pièce ne manquent pas. Propos racistes, clichés, vulgarités nourrissent la peur de l'autre et le climat de violence que les derniers attentats nous imposent attise un peu ces tensions. Alors il faut relever ce défi, oui, il faut apprendre à vivre ensemble. Patrick Banon, bonjour. Bonjour. Écrivain spécialiste en sciences religieuses et systèmes de pensée, vous conseillez notamment le monde de l'entreprise sur ces questions-là. Votre dernier livre, il y en a beaucoup, mais votre dernier, c'est le guide du mieux vivre ensemble avec des illustrations d'Anne-Lise Boutin, dont vous êtes jaloux d'ailleurs, hein, vous le disiez juste en entrant en studio, vous auriez bien aimé faire les dessins vous-même. Et voilà, guide du mieux vivre ensemble, c'est paru chez Actes Sud Junior. Apprendre à vivre ensemble, eh bien c'est le thème du jour de Grand Angle, c'est tout de suite sur RCF. Guide du mieux vivre ensemble, alors le mot vivre ensemble est important, mieux vivre ensemble, Patrick Banon, vous êtes surpris de ces résultats, ces réactions des jeunes dont nous parle le magazine Phosphore et Fleur de l'œil? Non, parce que c'est la réaction des adultes aussi. C'est pas que la réaction des jeunes, parce qu'on est vraiment dans une sorte une crisis, hein, au sens grec du terme. Hein, on est dans une crise, c'est-à-dire on est au paroxysme d'une situation, et tout le monde se rend bien compte qu'il va falloir qu'on choisisse vers quelle société nous allons aller. Est-ce qu'on va vers une société ouverte, pluriculturelle, égalitaire, ou est-ce qu'on va revenir en arrière, c'est-à-dire revenir à avant la mondialisation? Hein, parce que moi, je sorte de renfermement. La mondialisation est une immense avancée, en réalité, qui a commencé il y a très longtemps. Hein, c'est une grande aventure, la mondialisation. Aujourd'hui, on est dans une globalisation. C'est vrai que cette désacralisation des territoires, cette libre circulation des idées, des personnes, ce rapport à Internet, qui fait qu'à un clic, on se retrouve à 20 000 kilomètres, immédiatement, que l'ailleurs, c'est ici, tout ça, c'est une révolution. On est en train de changer de société. Et maintenant, il va falloir qu'on décide vers quelle direction on va aller. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça fragilise les identités. Hein, c'est que le fait de la perte du territoire de référence fait que les personnes veulent plus de visibilité, ont besoin de rassurer leur identité. Et nous, notre rôle, c'est pas de déguiser les angoisses. C'est de rassurer les identités, en réalité. Ça ne veut pas dire accepter tout, attention. Au contraire, ça veut dire être très clair sur les principes fondamentaux, hein, et ne pas laisser, par exemple, se glisser le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, surtout le sexisme. Voilà, donc on a un rôle aussi d'accompagner, de rassurer, mais en même temps de réaffirmer des valeurs fondamentales. C'est pour ça que le vivre ensemble, pour moi, c'était important, mais le mieux vivre ensemble, encore plus important. C'est le mieux qui compte. Voilà. Et dans votre livre, il y a beaucoup vous abordez les choses de façon très pratique, hein, avec des courts paragraphes qui développent différentes questions. Le sous-titre de votre ouvrage, c'est Ma laïcité, ma religion, mon identité. Donc, il y a bien le côté possessif l'identité, c'est quelque chose de vraiment important. Vous le disiez à l'instant, c'est quelque chose qui se cherche et c'est là où il faut donner des pistes, peut-être plus qu'auparavant. Oui, je pense qu'on doit s'approprier la société. On ne doit pas la subir. Voilà, il faut se l'approprier et nous, notre rôle, c'est d'anticiper. Et on doit anticiper les réactions, on doit préparer les personnes à mieux réfléchir, à mieux penser. C'est vrai que on sort d'un monde où c'était les ressemblances qui étaient le ciment de la société. Ce qui se ressemble, ça dans votre livre. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une possibilité où ce sont les différences qui sont le ferment. C'est les différences qui créent la dynamique de la société. Plus nous avons de profils différents, plus la société est solide. Et bon, ça peut faire peur aussi. Ça doit nous enrichir, mais c'est pas toujours évident. Non, parce que faut le vouloir. D'abord, faut le vouloir. C'est un engagement, c'est un choix de société. Mais si on se sent menacé, c'est parce que, je dirais quelque part, on ne réaffirme pas nos propres principes de société. Les grandes violences que nous avons vécues, à mes yeux, c'est une sidération culturelle. C'est-à-dire que les personnes, elles sont culturellement figées. Et du coup, elles remettent en question leurs propres questions. En fin de compte, l'égalité homme-femme, est-ce que c'est vraiment un sujet? Puisque, après tout, les femmes accouchent, les hommes non, donc il y a une différence. Est-ce qu'on a raison d'inventer une société différente que la société que la nature aurait créée, etc. Et donc, on est frappé de sidération culturelle parce qu'on remet en question des valeurs qui sont les valeurs qui nous font.
Donc il faut à tout prix qu'on réaffirme tout ça. On doit apporter une clarification. Il faut réinvestir. Il faut clarifier. Et clarifier, ça veut dire aussi ne pas nier cette complexité. C'est pas ma laïcité ou ma religion, c'est laïcité et religion. Les deux doivent se combiner. Mais la laïcité n'est pas le rejet des religions. C'est ce que vous expliquez. Voilà. Non, mais c'est important de le dire parce que tout le monde le sait. Malheureusement, on a l'impression de toujours les opposer. Non, mais tout le monde le sait. Il y a eu deux tendances. Il y a plusieurs mouvements de laïcité. Il y a eu deux grandes tendances de laïcité au moment de la loi de 1905. Il y avait ceux qui défendaient une laïcité athée. Et puis il y a ceux qui défendaient, Georges Clemenceau, Aristide Briand, qui défendaient une laïcité de la séparation. Ça voulait dire que la laïcité athée était dans une logique de nous sommes émancipés du roi, maintenant on va s'émanciper de l'Église. Et donc la religion, c'est que dans la vie privée. Ça, c'était ce que eux pensaient. Et puis ils voulaient par exemple que les prêtres ne portent pas de soutane dans la rue. Il disait la soutane c'est pour l'Église. Donc c'était une autre logique. Et puis il y a un mouvement qui était beaucoup plus dynamique, porté par Clemenceau et autres, et qui disait on va séparer l'État doit être areligieux. L'État n'est pas athée, l'État n'est pas religieux. Il est areligieux. Et donc l'espace qui dépend de l'État, c'est-à-dire le service public, eh bien doit respecter une neutralité une neutralisation, je dirais même, qui va permettre à l'ensemble des religions, dans l'espace extérieur à l'État, de s'exprimer de façon égale. Voilà. Donc, en fin de compte, la laïcité n'est pas du tout un rejet de la religion, c'est au contraire une possibilité pour les religions de coexister, pacifiquement et de façon égale. Voilà, quand en 1905 la loi a été votée, sur la laïcité athée entre guillemets, je crois qu'ils ont eu 65 voix. Et il y a eu 450 voix pour la laïcité de séparation. C'est celle que nous vivons. Patrick Bannon, on parlait avec Martine Cohen de cette capacité sur le terrain pour des personnes qui savent s'engager de vivre un dialogue, une sorte de reconnaissance en tout cas des différences. Vous travaillez pas mal aussi dans le monde de l'entreprise où ces questions se posent. Pourtant, on a l'impression que dans l'entreprise tout doit être lisse et que justement on fait en sorte que tout se passe bien. Mais non, il y a quand même des comportements où on a du mal des situations où on a du mal à vivre les différences. C'est pas tout à fait ça, mais disons que l'entreprise, c'est un laboratoire pour la société. Alors, dites-moi. C'est-à-dire, c'est le lieu de rencontre des différences autour d'un projet collectif. Et donc, c'est vraiment la façon dont nous allons gérer les différences culturelles dans le monde du travail qu'on va accoucher d'une nouvelle société. C'est là que ça va se passer. Les gens sont obligés de travailler pour vivre. Donc, on a des profils différents qui se retrouvent autour de ce projet collectif qui est le monde du travail, qui est l'entreprise. Et donc là, il n'y a pas de sujet, comme dans la société d'ailleurs, il n'y a pas de sujet de compétition, de concurrence, de croyance. Je crois que personne aujourd'hui ne remet en question la croyance ou le culte que l'un ou l'autre veut. Voilà, les croyances, elles sont protégées par la Constitution déjà, mais en plus, je pense que éthiquement, les personnes ont intégré le fait que chacun peut croire ce qu'il veut. Là où il y a un risque de rupture sociétale, c'est quand des personnes ont des pratiques qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de la société. Alors il y a ceux qui sont prêts à accepter ces glissements, et puis ceux qui refusent. Par exemple. Donc, moi, je place vraiment au cœur de toute cette réflexion le statut féminin, parce que comme on le sait, les religions répartissent les rôles entre féminin et masculin depuis l'aube des temps, que la mixité n'existe nulle part, que la mixité, c'est vraiment la grande révolution qui nous attend, c'est-à-dire des métiers mixtes, et les religions, quelles qu'elles soient, n'acceptent pas la notion de mixité. Donc c'est vraiment, je pense que c'est là que ça se passe. Et d'ailleurs, quand il y a des conflits liés à de l'intégrisme, la frontière, elle est sur le statut des femmes. Quand l'Iran, par exemple, a décidé d'imposer, comme en Arabie Saoudite, le voile à toutes les femmes, il l'impose. Donc c'est pas une question de religion, parce qu'il l'impose à toutes les femmes, y compris celles qui ne sont pas musulmanes. Donc c'est la terre qui est resacralisée. Donc on est dans un... C'est pour vous la dernière des inégalités. C'est le grand défi, parce que comme l'ensemble de nos différences, de notre perception de l'autre, l'organisation de l'altérité s'est construite à partir de la matrice de différenciation entre l'homme et la femme, naturellement ça ne sert à rien de créer l'égalité entre les différences si d'abord on n'installe pas la mixité.
Hein, la mixité, c'est le verrou. Hein, et c'est pour ça que les mouvements intégristes ne se rendent bien compte que c'est là que se situe le combat. Il se situe pas sur la croyance. Alors Patrick Bannon, c'est encore la jeunesse est encore protégée ou... L'égalité professionnelle homme-femme, à la vitesse où nous allons, c'est 2095. Mais d'un autre côté, si nous atteignons cette égalité, comme critère, vous prenez l'égalité professionnelle, le salaire, les répartitions de responsabilité, bien sûr, la place dans les conseils d'administration, la place au COMEX, etc. Bien sûr. Donc on arriverait à 2095. Mais il n'y a toujours pas de mixité. Hein, la mixité, ça veut dire des métiers qui soient répartis de façon équitable entre masculin et féminin. Et là, pour l'instant, on n'a qu'entre 12 à 15% de métiers qui soient mixtes. Les autres métiers sont masculinisés ou féminisés. Hein, et rien ne change pour l'instant. Hein. Donc c'est très intéressant, parce que c'est là la vraie révolution. Parce que être égal sur des territoires différents, ça n'a pas de sens. Il faut être égaux sur le même territoire. Donc la mondialisation dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi une mondialisation culturelle, c'est-à-dire l'homme et la femme doivent être sur les mêmes territoires. Patrick Bannon, dans votre guide du mieux vivre ensemble, vous posez cette question d'un islam qui est traversé par des courants intégristes, voire par une sorte d'instrumentalisation aussi de la violence. Il faut vraiment expliquer les choses. Mais c'est tout à fait vrai qu'il y a des mouvements qui refusent le modernisme, qui préfèrent que c'était mieux avant, qui veulent revenir au temps où Jésus marchait sur terre, où Mohamed était là, où Moïse ouvrait les eaux, etc. Il y a des gens qui sont dans cette logique-là. Qui refusent la différence. Il faut pas oublier, à mon avis, il faut pas oublier que les religions sont d'abord à l'origine des avancées sociales. Elles sont des progrès. Quand on travaille sur les textes, on se rend compte que ces textes sont des avancées. Elles ouvrent des portes et elles vont dans un sens de plus de justice, plus d'humanité, plus d'égalité entre les personnes, plus d'ouverture vers les étrangers, etc. Donc on est dans des progrès, ça c'est certain. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse dire qu'une religion... je ne crois pas qu'il existe de religion archaïque. Voilà. Il n'existe que des comportements archaïques, que des pratiques archaïques, mais pas de religion archaïque, parce qu'elles ont une dynamique d'innovation. Donc moi, et ça me plaît beaucoup toujours de le déceler quand je travaille sur les textes. Maintenant, c'est vrai que les mouvements intégristes sont largement minoritaires, mais ils ont une puissance de feu et de visibilité beaucoup plus importante que Delphine Holbuller, par exemple. Malheureusement, je rappellerai quand même que dans les années 60 à Tanger, Mohamed V a enlevé le voile à toutes les femmes marocaines, y compris sa fille. Parce que d'abord le voile n'est pas un signe religieux, mais une tradition. Donc il a considéré que le Maroc entrait dans la modernité et il a décidé que le voile c'était terminé. Bon, aujourd'hui le voile est revenu, et c'est simplement comme au Liban aussi. Donc il y a des pressions sociales très fortes par des minorités. Quand on voit des filles voilées qui vont à l'université à Istanbul, on se dit regardez toutes ces filles voilées qui vont à l'université. Oui, mais on leur crache dessus à l'entrée si elles ne se voilent pas. Donc pour avoir la paix, elles vont se voiler. Ça ne veut pas dire qu'elles sont religieuses ou qu'elles ont opté pour une sorte d'intégrisme. Donc il y a une petite minorité et qu'il faut à tout prix qu'on délégitime. Et ça, c'est notre rôle. Patrick Bannon, vous aussi, vous aimez les citations d'ailleurs, il y en a plusieurs dans votre livre, beaucoup de références à ce vivre ensemble. On parlait d'étiquette, l'étiquette c'est peut-être aussi, si on la retourne et qu'on la prend de façon plus positive, cette identité. Finalement, votre livre invite à se réconcilier peut-être avec son identité, c'est le premier pas pour aller vers l'autre. Oui, à se connaître. Ça vous paraît évident, effectivement, évident. Expliquons-le. À se connaître. La découverte de l'autre, c'est déjà se découvrir soi-même. Il y a suffisamment de mythologie qui raconte la rencontre, un peu comme Narcisse, la rencontre de son reflet, et quand il rencontre son reflet, il découvre l'autre, qui est un autre lui-même. Donc on doit être dans cette logique-là. Mais c'est vrai que si l'autre est un autre soi-même, ça veut dire qu'on attend pour lui la même chose que pour soi, en bien. Donc, quand on accompagne une situation qui est défavorable à la personne, est-ce que on lui donne une liberté ou est-ce qu'on la discrimine ? Parce que donner une liberté à quelqu'un, un droit que l'on ne voudrait pas pour soi, c'est une discrimination. Donc ça, c'est un sujet vraiment... j'invite tout le monde à réfléchir sur le fait que on est dans une société où on dit on veut tolérer. Tout à fait d'accord, mais le mot tolérer, c'est quand même tolérare, c'est quand même supporter, c'est accepter quelque chose qu'on voudrait pas pour soi, en réalité. Donc si on l'accepte pour autre chose, certaines pratiques,
ou certaines situations, est-ce que on reconnaît l'autre comme étant un autre soi-même? Et c'est un peu ce que je reproche au modèle anglo-saxon. Qui enferme des personnes. C'est une forme d'indifférence selon vous? C'est une forme d'enfermement, de renvoi d'une personne à un stéréotype communautaire, collectif, une sorte de stéréotype collectif dans lequel on renvoie les individus, alors que je pense que le modèle français dont on parle, notre modèle républicain, laïque, etc., part du principe que nous sommes... la nation, c'est l'agrégation d'individus singuliers, uniques, qu'ils ne sont pas l'élément d'un tout, comme dans un puzzle, mais qui sont un tout. Chaque individu est un tout. Voilà. Donc on n'a pas forcément la même approche. C'est pour ça que je crois que si je veux faire une grosse différence caricaturale entre les modèles anglo-saxons par exemple et le modèle français, c'est que les modèles anglo-saxons agissent en priorité sur la liberté, et peu importe si cette liberté crée des inégalités. Alors que nous sommes, je pense, plus dans une logique d'égalité, en considérant que si nous sommes égaux, nous serons libres. Donc on n'est pas dans la même démarche. Ça veut dire, selon vous, que la grande mobilisation du 11 janvier dernier, et notamment la mobilisation internationale, était un peu sur cet emblème de la France, signe d'égalité? De la France égalitaire. Mais bien sûr, notre vrai défi, à mes yeux, le vrai défi, c'est l'égalité. Parce qu'une liberté qui enferme les personnes dans des inégalités, ou qu'une liberté qui est défavorable aux personnes, voilà, par exemple, on oblige des personnes à porter un casque en moto. Donc, on limite les libertés des personnes et on les oblige parce que nous considérons que les personnes ont le droit d'être protégées même contre elles-mêmes. Bien. Les personnes de confession sikh, en Grande-Bretagne et au Canada, ont considéré que porter un casque de moto ou un casque de chantier, c'était pour eux, cette obligation était pour eux une discrimination indirecte parce que ça les obligeait à enlever leur turban. Donc la Grande-Bretagne et le Canada donnent une dérogation aux Sikhs qui ont donc le droit de se tuer en moto. Et par contre, les autres qui font partie des cultures majoritaires, eux, non, il faut qu'ils soient protégés. Donc on crée à travers une liberté une certaine inégalité, et c'est le risque, à mon avis, qu'il faut éviter. Et puis je rappelle, pour prolonger l'émission, le guide du mieux vivre ensemble, ma laïcité, ma religion, mon identité, c'est le livre de Patrick Bannon, publié aux éditions Actes Sud Junior, et qui est tout juste sorti, tout frais. Ah oui, il sort demain. Il sort demain, voilà. Phosphore, c'est préoccupé de vivre ensemble avec ce dossier Dépasser la peur de l'autre, mais aussi tous les titres jeunesse de Bayard, Youpi, Astrapi, Okapi, j'en oublie, Pomme d'Api, qui commence par les relations frères-sœurs. Oui, c'est là les premières différences. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Grand Angle, on se retrouve la semaine prochaine.